Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, je sais pas trop comment je vais l'appeler, ce sera sûrement un truc du style enquête avec moi ou quelque chose du genre. L'idée elle est simple, je vais vous raconter une histoire, une enquête policière réelle, dans l'ordre chronologique du déroulé des événements. Plus l'histoire va avancer, plus vous aurez des éléments, et donc des nouveaux indices et des nouveaux suspects. Vous pourrez suivre la progression des indices à gauche, grâce à cette barre qui va se remplir au fur et à mesure, et vous pourrez suivre la progression des suspects grâce à cette deuxième barre à droite. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'essayer de répondre le plus tôt possible à ces trois questions. La première, qui est ou qui sont les tueurs? Il faudra donc choisir un des suspects dans la barre de droite. La deuxième sera quel est le mobile du crime? Pour ça, je vous rajoute une petite case en bas qu'on révélera vers la fin de l'histoire qui contient le mobile. Et pour finir, la question bonus, qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif pour vous, c'est de donner le plus d'éléments possible, genre arme du crime, est-ce que le crime est un accident, est-ce que c'est prémédité, est-ce qu'il y a des complices, etc. Vers la fin de la vidéo, avant de vous donner toutes les réponses, quand vous aurez quasiment tous les éléments pour pouvoir tenter de répondre, je vous dirai que ce sera le moment de faire votre hypothèse, et si vous l'avez pas encore fait, ce sera le moment. Maintenant qu'on a posé les règles du jeu, on peut rentrer dans l'histoire. On est le 12 novembre 2001 et une vieille dame nommée Marguerite, de 78 ans, est retrouvée assassinée dans sa maison à Ezus, petit village des Pyrénées. Petite pause. Ça, c'est l'écran que vous verrez quand on parle d'une personne. Vous y retrouverez sa photo, son nom, sa relation avec la victime et quelques faits intéressants. Elles ont un contour vert pour les témoins ou les personnes non suspectes de manière générale, et un contour rouge lorsqu'elles sont considérées comme suspectes. C'est des fiches qu'on complétera ensemble au fil de l'histoire pour pas oublier des éléments, et la couleur du contour évidemment elle peut évoluer au fur et à mesure. Ezus, c'est un village d'environ 700 habitants dans les Pyrénées entre Pau et la frontière espagnole. C'est un petit village, il y a un commerce, un espèce de bistrot-commerce, et le temps semble s'être arrêté dans le village. Globalement, tout le monde se connaît, c'est un petit village avec une ambiance familiale et paisible. Michel, elle habite depuis 30 ans à Ezus, et elle connaît bien sa voisine Marguerite, et elles ont même fini par devenir amies depuis le temps. Elles habitent en face et elles se disent bonjour au réveil le matin. Ce matin du 12 novembre 2001, Michel remarque que les volets de Marguerite y sont fermés, alors que d'habitude à 8h du matin, elle est toujours levée. Elle fait jamais la grasse matinée et en voyant les volets clos, Michel elle sent qu'il y a un truc qui va pas. Elle décide donc de se rendre chez Marguerite avec une voisine. Elles arrivent sur le palier de la porte et elles appellent Marguerite. Comme personne répond, elle tente d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre, elle n'était pas verrouillée. En regardant à l'intérieur, les deux voisines tombent sur une scène d'horreur en découvrant le cadavre de Margot qui gît en bas de l'escalier recroquevillé dans une mare de sang. Michel appelle immédiatement les pompiers et elle a à peine le temps de raccrocher qu'elle s'évanouit. Elle explique qu'elle se souvient ni des gendarmes ni des pompiers puisqu'elle était inconsciente. En tout cas, les gendarmes préviennent donc la famille de la victime et Sonia, la nièce de Marguerite, est la première informée et elle se rend directement chez sa tante. La mort de Marguerite, elle est suspecte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça et pourquoi? L'analyse du médecin légiste va nous en apprendre un peu plus. Pause de nouveau. Ça, c'est l'écran que vous verrez quand on découvre une nouvelle preuve, ou de nouveaux éléments importants qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. On a donc notre premier indice, le corps. D'après le médecin légiste, il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une mort violente. La victime a eu le visage défiguré et ses orbites presque enfoncées. Elle possède également une plaie sanglante au niveau de la gorge. On retrouve également des traces de lutte, et puisque le corps est au pied de l'escalier, en face de la porte, on en déduit que le face-à-face a eu lieu à proximité de la porte. On apprend également que la mort remonte à une douzaine d'heures, soit la veille dans la soirée, du 11 novembre 2001, entre 19h et 23h. Personne ne comprend pourquoi on s'est acharné comme ça sur une vieille dame. La première hypothèse, c'est celle du cambriolage qui a mal tourné, car il n'y a pas un centime et pas un bijou qui sera retrouvé dans la maison. Dans la maison, on remarque que toutes les casseroles sont par terre, tous les pots sont ouverts, et que toutes les armoires sont vidées, comme si on avait fouillé partout. On retrouve également des traces de sang partout, mais c'est toujours celui de la victime. On peut donc en conclure que le tueur il a fouillé la maison une fois que la confrontation avec la victime était terminée. Autre élément, puisqu'on va retrouver ni ADN ni empreinte que celle de la victime, qu'on retrouve pas l'arme du crime, on en conclut une chose, c'est que l'agresseur était préparé et qu'il avait pris ses dispositions. Dans ce cas-là, on peut en déduire qu'il s'agit d'un geste calculé et prémédité, et les enquêteurs sont sûrs d'une chose, le meurtrier portait des gants. Comme on n'a pas de piste, on va fouiller dans la vie de Marguerite pour essayer de trouver un détail qui pourrait nous donner des idées. On va donc auditionner des proches pour avoir un portrait de Marguerite. Tout le monde l'appelait Tati Margot. Je ferai d'ailleurs plusieurs fois référence à Margot en parlant de Marguerite dans l'histoire. Elle a jamais eu d'homme, a toujours vécu seule et s'est jamais mariée. Elle a pas d'enfant et elle habitait dans la maison de son enfance. On remarque qu'elle a de vieux meubles, de vieilles casseroles en cuivre et globalement peu de confort. C'est une personne qui est décrite comme étant très simple. Elle possédait pas de télé, pas de frigo, pas de téléphone. En tout cas, tout le monde la connaissait dans le village, c'était la doyenne et elle était d'ailleurs très appréciée. Elle habite rue des Écoliers et matin et soir, elle donne des bonbons aux enfants et elle adore leur parler. Globalement, tout le monde la connaît pour sa générosité et sa gentillesse. Ok, c'est bien gentil tout ça, mais du coup on n'a pas de piste et elle semble pas avoir particulièrement d'ennemis, au contraire. La deuxième idée qu'on a, ça va être d'aller voir ses finances. Puisqu'elle s'est faite cambrioler,
On peut peut-être trouver des éléments ici. Est-ce qu'elle avait des économies par exemple? On apprend donc qu'elle a jamais travaillé, qu'elle n'a aucune économie et qu'elle possède une toute petite retraite. En réalité, c'est même pas une retraite, c'est plus un fonds de solidarité de l'ordre de 3000 francs à l'époque. Et autre fait important, on apprend qu'elle retire tout à la banque au début du mois et qu'elle garde tout en liquide chez elle. Du coup, on comprend pas trop pourquoi cambrioler cette maison qui semble être la plus pauvre du village. Elle avait pas de trésor et tout le monde à Esus le savait. Mais problème, les enquêteurs n'ont aucune autre idée de mobile que l'appât du gain. En plus, Margot, elle possède pas de chéquier ni de carte bleue, donc on peut même pas tracer s'il y a eu des dépenses après sa mort. Et évidemment, pas de caméra de surveillance dans ce petit village de montagne. Le seul espoir à ce moment-là, c'est donc des témoins, qui auraient pu voir un truc genre une personne ou un détail qui sort de l'ordinaire. On commence donc avec Michel, l'amie de Marguerite. Elle dit qu'elle a rien vu puisqu'il ferme les volets tôt, et elle a rien entendu non plus. Là, on n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher, donc les gendarmes vont faire du porte-à-porte autour du domicile, et on va entendre tous les voisins. Et finalement, on a notre première piste. Nouvel indice, des voisins déclarent avoir aperçu une Golf noire à liseré rouge le soir des faits, en train de rôder et semblant faire du repérage devant la maison. Les gendarmes ils vont retrouver l'identité de toutes les personnes qui possèdent une Golf noire, et ils vont croiser ça avec les identités des habitants d'Esus et des villages alentours. Et là un nom ressort, Karine Barbour. Karine elle possède un véhicule semblable à celui aperçu. Les gendarmes ils se dépêchent donc de se rendre à son domicile pour pouvoir la questionner. Malheureusement ils vont vite être déçus. Karine elle va leur fournir tout de suite un alibi. Elle va expliquer qu'elle était avec son mari et ses enfants dans leur logement à quelques kilomètres d'Esus, ce que son mari va confirmer. On n'a pas grand chose de plus sur elle, et en plus elle n'a pas vraiment le profil, c'est une mère de famille avec sa petite vie tranquille. On passe donc son cadre en vert. On va donc continuer de chercher des propriétaires de Golf noir, mais rien va coller. On va donc tenter de partir dans une nouvelle direction. L'hypothèse est la suivante. Elle devait probablement connaître la personne à qui elle a ouvert la porte. En effet, il n'y a pas de trace d'effraction sur les fenêtres, et la porte elle n'a pas été forcée. En plus de ça, elle a ouvert la porte tard le soir, et selon Michel, elle ouvre pas la porte à ceux qu'elle connaît pas. Elle est relativement craintive, et elle ferme toujours sa porte à clé. On va donc chercher parmi les proches de Marguerite. Est-ce que dans sa famille, elle est en bon terme avec tout le monde? Est-ce qu'il y a éventuellement des histoires d'argent entre eux? On cherche tous ceux qui ont potentiellement un mobile pour aller chez elle et chercher de l'argent. Peu de temps après, une nouvelle piste va apparaître. Et cette fois-ci, c'est les habitants du village d'Esus qui vont la mettre au grand jour. Le meurtre, il est au centre de toutes les conversations, et tout le monde y va de sa théorie. Ce qui en ressort, c'est que les gens sont convaincus que c'est Sonia, sa nièce, et son mari Bruno qui sont l'auteur des événements macabres. Dans le village, une rumeur raconte qu'ils auraient entamé d'importants travaux à leur domicile suite au décès de leur tante, et ce serait peut-être grâce au trésor pris chez la défunte qu'ils auraient pu se le permettre. Sonia, elle, de son côté, elle se défend et elle explique qu'elle sait pas pourquoi on raconte ça sur elle. Ils ont payé avec l'argent de leur travail, et la maison avait déjà été achetée avant le meurtre. Selon elle, les travaux auraient déjà commencé avant la mort de sa tante. Et elle estime que ces accusations sont de la pure méchanceté. Pendant plusieurs semaines, les soupçons vont se porter sur eux. Les gens les surveillent, plus personne leur dit bonjour, et les gendarmes ils vont tout doucement commencer à s'intéresser à cette piste. Malgré le fait qu'il n'y ait rien de vraiment sérieux contre eux, les gendarmes sont désespérés, et ils vont finir par interpeller le couple quand même. Il est 6 h du matin, on toque à la porte du couple, c'est la gendarmerie qui est présente pour une perquisition, et pour emmener en garde à vue Sonia et son mari dans 2 commissariats différents. Sonia subira donc un interrogatoire musclé, mais elle va pas craquer. L'origine des travaux est finalement officiellement reconnue comme légale et financée par ses économies. Ils sont donc pour le moment mis hors de cause. Des mois passent, des années passent, et après 4 ans, on est en 2005, le juge d'instruction va rendre une ordonnance de non-lieu. On considère qu'après 4 ans d'investigation, on a fait le tour de toutes les hypothèses. Un non-lieu, ça veut dire qu'on se réserve l'hypothèse que de nouveaux éléments ou qu'un rebondissement imprévu pourrait arriver. On pourrait éventuellement rouvrir l'enquête sous réserve de délai de prescription. C'est-à-dire qu'on a globalement 10 ans pour pouvoir rouvrir le dossier. Passé cette échéance, on pourra définitivement plus jamais rouvrir ce dossier quoi qu'il se passe. C'est 12 ans après le meurtre de Marguerite qu'un rebondissement va tout chambouler. Le 14 mars 2013, un événement inespéré se produit. À Lacanau, en Gironde, à plus de 300 km d'Esus, une femme, Karine, se présente à la gendarmerie. Elle vient régulièrement porter plainte contre son ex-mari Daniel. Depuis leur séparation, ils s'embrouillent et ils ont de nombreux contentieux autour de leurs enfants. Karine, elle connaît bien une des gendarmes, et elle lui explique qu'elle est terrorisée par son ex-mari qui la menace. La veille au soir, Daniel lui aurait dit « Si tu continues, je vais te tuer, et je vais te faire ce que j'ai fait à la vieille. » Comme Karine habitait à Esus à l'époque et qu'une vieille dame avait été tuée, elle se dit que ça pourrait être lié à ça. La gendarme de son côté, elle enquête et elle appelle ses collègues de Pau, pour savoir s'il y a longtemps une personne âgée a été tuée près d'Esus. Et effectivement, ça colle bien avec l'histoire de Marguerite. Les gendarmes expliquent qu'une femme qui accuse à tort son mari pour la garde des enfants, ce serait pas la première fois. Mais là, des détails intriguent. Karine, elle donne des éléments très précis, comme la manière dont Marguerite a été agressée.
y a des infos qui peuvent être connues que par l'agresseur, car la presse n'a jamais évoqué les précisions qu'elle donne. Par exemple, le meurtrier a enfoncé ses doigts dans les orbites de Margot. Et ça, personne le sait. Et ça va clairement donner du sérieux et du poids aux accusations qu'elle porte. Comment cette femme peut connaître ces détails? La police, elle est également sous le choc lorsqu'elle apprend que Karine, qui vient de porter plainte, c'est en fait la Karine que la gendarmerie avait interrogée 12 ans plus tôt. Vous savez, c'est la femme dont la voiture avait été aperçue en train de rôder autour de la maison, la fameuse Golf noire à liseré rouge. La police veut savoir à qui ils ont affaire. Et pour ça, ils vont fouiller le passé de Karine et de Daniel. Au moment des faits en 2001, Daniel a 27 ans et est ouvrier. Et Karine a 25 ans et possède un diplôme de coiffure, mais ne travaille pas. A priori, ils n'ont aucun antécédent judiciaire et ils ont des enfants. C'est une famille plutôt modeste, Karine possède une maison, celle de ses parents à Esus, et lui, il possède une maison dans le village voisin. Ils vont malheureusement finir par se séparer au bout de 10 ans. Quand on nous décrit ce couple, on nous parle d'un couple déséquilibré. Déséquilibré premièrement au niveau du gabarit. Daniel lui fait 1m60 pour 50 kg et Karine c'est 1m70 pour 150 kg. Déséquilibré aussi dans la personnalité. On nous décrit Karine comme une manipulatrice arrogante et hautaine, et c'est elle qui porterait la culotte dans le couple. C'est Karine qui gère tous les papiers de la vie de famille, car Daniel en est incapable. Là on a un problème. Le portrait qu'on nous décrit, c'est pas du tout celui de la femme soi-disant terrorisée par son ex-mari. On va donc tout de suite la repasser dans la liste des suspects. Et on va se demander, est-ce qu'elle pourrait éventuellement cacher autre chose? Pour en avoir le corps net, les gendarmes vont mettre le couple sur écoute, et les révélations vont pas se faire attendre. Contrairement à ce que Karine a dit, elle n'est pas dominée du tout. Elle essaye pas de fuir son ex-mari, et elle lui fait même des pressions et du chantage. Elle lui dit, je cite, « Si tu me donnes 100 000 € et que tu renonces par écrit à voir nos enfants, je te laisse tranquille. Sinon, je te dénonce pour le meurtre de Marguerite. » Ok, pause. Si vous n'avez pas fait vos théories, c'est le dernier moment de tenter votre chance. C'est donc le dernier moment pour répondre aux 3 questions. Parce qu'à partir de maintenant, je vais tout vous révéler. Pour rappel, les 3 questions sont « Qui a tué Marguerite ? Quel était le mobile ? Et pour finir, de manière générale, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des complices, etc. N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire et on verra à la fin qui avait vu juste. On reprend. Grâce aux écoutes téléphoniques, on commence à comprendre des choses. Déjà, Daniel doit être impliqué d'une manière ou d'une autre. Ensuite, peut-être que Karine est sa complice. Est-ce que Karine aurait menti aux policiers depuis le début? En tout cas, elle semble pas désarçonnée et sous le choc du secret qu'elle connaîtrait. On a plutôt l'impression qu'elle veut enfoncer son ex-mari et s'en sortir sans rien pour récupérer de l'argent et les enfants. Problème, elle qui voulait faire tomber son époux, elle se retrouve finalement entraînée dans sa chute. En tout cas, les gendarmes sont convaincus qu'ils tiennent les meurtriers. Mais il y a quand même une question qui les titille. Pourquoi est-ce qu'elle aurait pris le risque de parler de ce crime à la police lorsqu'elle est venue porter plainte, si ce crime pouvait potentiellement la faire tomber aussi? On va donc fouiller l'historique de navigation de Karine, et c'est ici qu'on va trouver la réponse. Karine a fait des recherches sur la prescription, pour savoir à quel moment le meurtre est prescrit, et donc qu'elle ne risquerait plus rien avant de se confier à la gendarmerie. Pour les crimes, c'est 10 ans de prescription. Donc puisque le crime s'est passé en 2001, il devait être prescrit en 2011. On est en 2013, donc Karine ne risque plus rien. Sauf que les recherches de Karine sont incomplètes. Ce délai de 10 ans, il est à partir de l'ordonnance de non-lieu, et non pas du meurtre en 2001. Pour rappel, l'ordonnance de non-lieu avait été donnée en 2005. Karine est donc allée se confier à la police 2 ans trop tôt. Les 2 suspects sont donc immédiatement placés en garde à vue. Le 10 septembre 2013 démarre l'audition des suspects. Daniel va rapidement passer aux aveux. C'est lui qui l'a tué et il va donner tous les détails dont il se souvient. Il va également expliquer aux enquêteurs le mobile. À cette époque, leur famille rencontre des problèmes financiers et ils décident d'acheter une maison dans le domaine d'Esus. En faisant des rénovations, ils vont retrouver caché un espèce de magot abandonné par l'ancien propriétaire. À l'époque, on est quand même sur 30 ou 40 000 francs. À ce moment-là, c'est une aubaine pour le couple, qui va dilapider très vite son butin car ils ont une très mauvaise situation financière. Ils cherchent donc une manière d'encore se procurer de l'argent. Ils vont donc développer une espèce de théorie maladive disant que tous les anciens du village ont un magot chez eux, dont la fameuse Margot. Ils pensent que les anciens n'ont pas d'argent à la banque, mais qu'ils gardent tout en liquide dans la maison, caché quelque part. Ils sont persuadés que Margot n'est pas la plus pauvre, mais en fait l'une des plus riches du village qui cache son argent. Ils vont donc décider de la cambrioler. Karine habitait à Esus, donc elle connaît Margot, et elle sait que cette vieille dame va pas opposer de résistance. Lors de son audition, Daniel dit que c'est Karine qui a choisi la victime. Karine, elle dit qu'elle n'y est pour rien. Elle dit qu'elle voulait pas et que c'est son mari qui l'aurait forcée à l'accompagner. Elle dit qu'elle aurait été battue en dépit des différences physiques, car selon ses dires, des fois il boit et il est violent. Daniel, lui, de son côté, il continue à dire que c'est elle le cerveau. Il raconte qu'à l'époque, lors d'un repas alcoolisé, Karine va commencer à le chauffer et à dire « On n'a pas d'argent, faudrait faire ce cambriolage, on risque rien ».
Et dans l'après-midi, ils vont aller repérer les lieux. Et donc elle lui explique, voilà, c'est ici que tu descends, tu vas chez elle, et moi je t'attends un peu plus loin et tu me rejoins quand t'as fini. Une fois le repérage terminé, ils rentrent chez eux à 7 km d'Esus, et ils vont attendre la tombée de la nuit. Karine conduit donc avec leurs 2 enfants, de 3 ans et de 1 an, à l'arrière de la voiture. Les enquêteurs sont d'ailleurs effarés que le couple ait pu mêler leurs enfants à un plan aussi macabre. Ils arrivent donc vers 20 h devant la maison de Margot, et Karine tend un couteau à Daniel au cas où. Au cas où quoi? Daniel prend le couteau et il prend des gants. Et Karine repart en voiture comme prévu. Il y a un filet de lumière dans la maison, donc Marguerite n'est pas couchée. Daniel pousse la porte et pour une fois, malheureusement, elle n'est pas fermée à clé. Il rentre donc et commence à fouiller le rez-de-chaussée. Marguerite entend des bruits et descend les escaliers, et elle tombe nez à nez avec Daniel. Il lui demande ce qu'il fait là, et Daniel prend peur. Il explique que Marguerite se jette sur lui et qu'il panique. Il n'arrive plus à ouvrir la porte qui s'est refermée derrière lui pour partir. Il dit qu'il se protège en mettant la main sur le visage de Marguerite, d'où les marques sur les yeux. Elle va l'agripper, lui va prendre son couteau dans la main, elle va tomber, il va tomber sur elle, et là, sans faire exprès, il dit qu'il lui met un coup de couteau. Marguerite est sur le sol, elle agonise. Daniel, lui, va faire ce qu'il est venu faire. Il enjambe le cadavre et il commence à fouiller le domicile. Il va retourner tous les objets à la recherche d'un éventuel trésor. Daniel dit qu'il est reparti les mains vides car il n'aurait trouvé ni économie ni objet de valeur. Ils vont donc rentrer chez eux et vivre avec ça sur la conscience pendant plus de 10 ans. Mais il reste des zones d'ombre. Déjà, Daniel dit qu'il est venu faire un cambriolage et qu'il voulait pas la tuer. Sauf que ça, les enquêteurs, ils en sont pas convaincus. Quand Daniel pénètre dans la maison, il est pas cagoulé. Et venir le visage découvert, c'est prendre le risque de se faire dénoncer. Sauf si, évidemment, il la tue. Les enquêteurs pensent donc qu'il avait prévu de tuer Margot, et donc il y aurait préméditation. Et la peine encourue n'est pas la même dans ce cas-là. Autre interrogation, est-ce que Daniel est reparti sans rien, ou est-ce qu'il a effectivement trouvé quelque chose? Pour rappel, Marguerite retire tous les mois à la banque sa pension, et elle la garde chez elle. Donc ils ont forcément dû trouver quelque chose, c'est obligé, puisqu'on n'a pas retrouvé cette pension. En plus de ça, d'après les relevés bancaires de la famille, durant les semaines qui suivent le meurtre, ils n'ont quasiment rien dépensé. On peut donc légitimement se dire qu'ils ont vécu grâce à leur butin. En tout cas, Daniel, lui, il campe sur sa position, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Les enquêteurs vont même obtenir un élément inespéré, ils vont obtenir la localisation de l'arme du crime, le fameux couteau. A priori, il s'en serait débarrassé en le donnant à un de ses meilleurs amis. C'est un cadeau empoisonné qui est l'idée de Karine qui ne supportait pas cet ami. Le plan de Karine est le suivant, c'est de nettoyer l'arme et de l'offrir à cet ami, pour que ce soit lui qui soit accusé si le cadeau est retrouvé. Cet ami, il a conservé ce couteau pendant plus de 10 ans, c'est un collectionneur de couteaux. Les enquêteurs vont donc le voir et il leur confirme que oui, en effet, on lui a bien remis un couteau et il va le donner aux enquêteurs. Après analyse de ce couteau, on va retrouver du sang dans les jointures du couteau et ce sang correspond à celui de Margot. On a donc bien l'arme du crime en main. En revanche, pas d'ADN du meurtrier. En tout cas, David et Karine sont mis en examen et tout le monde est choqué dans le village d'Esus. Tout le monde les connaissait mais personne ne les soupçonnait. Le procès démarre. Daniel dit que c'est lui qui l'a tué mais de manière accidentelle et que c'est Karine le cerveau de l'opération. Ce que Karine nie. Karine, elle dit « Moi, je n'ai rien fait, je ne suis pas rentré dans la maison, et moi, je n'ai tué personne. » Mais sans Karine, il n'y a peut-être pas de cambriolage à la base. En tout cas, on n'est pas plus avancé. Tout le monde campe sur ses positions. La seule chose qu'on remarque, c'est que si Daniel évoque l'incident avec beaucoup de peine et d'émotion, Karine, elle reste impassible, et son côté désagréable et forte tête est révélé au grand jour. Au bout de seulement 2 heures de délibéré, Daniel est reconnu coupable de meurtre précédé ou suivi de vol avec arme, et la préméditation n'est pas retenue. Il sera condamné à 20 ans de réclusion. Karine, elle, sera reconnue coupable de complicité de tentative de cambriolage et sera condamnée à 13 ans de prison. Elle fera appel et sera finalement condamnée à 10 ans de réclusion en seconde instance. Voilà qui conclut donc cette histoire et ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aviez trouvé le meurtrier. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je peux vous assurer qu'il y en aura d'autres comme ça. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une super bonne journée. Bisous l'équipe.